Dans cet exercice, un petit colis postal est libéré d'un hélicoptère se trouvant à 25 mètres d'altitude et descendant à la vitesse de 1,5 mètre par seconde. Alors, étant donné que le colis postal se trouve dans l'hélicoptère, eh bien, ces 25 mètres d'altitude seront la hauteur initiale du colis postal, tandis que la vitesse de 1,5 mètre par seconde de l'hélicoptère sera la vitesse initiale du colis postal. Attention que l'hélicoptère descend à cette vitesse, de sorte que nous devrons la compter négativement. Au point A de l'exercice, on nous demande quelle est la vitesse du colis après 2 secondes. C'est donc une troisième donnée que nous allons pouvoir inscrire. Et nous calculerons donc la vitesse et l'altitude du colis postal après ces 2 secondes. Pour ce faire, comme d'habitude, nous écrirons les deux équations de la chute libre que nous résoudrons. Ces deux équations sont très simples à résoudre puisqu'il suffit de les entrer à la calculatrice. Nous utiliserons l'équation numéro 2 pour trouver la réponse du point A, c'est-à-dire la vitesse du colis après 2 secondes, et nous utiliserons l'équation 1 pour trouver la réponse au point B, à savoir l'altitude à laquelle se trouve le colis postal. Concerne la vitesse, nous trouvons une réponse de 21,12 mètres par seconde. Le signe moins est tout à fait normal puisque lorsqu'il sera en chute, le colis postal aura une vitesse orientée vers le bas et nous utilisons un axe Y de référence orienté vers le haut. En ce qui concerne l'altitude à laquelle se trouvera le colis postal après 2 secondes, eh bien elle ne vaudra plus que 2,38 mètres, donc le colis postal sera sur le point de tomber au sol. Alors dans cet exercice, nous avons une première donnée qui est cette hauteur de 10,2 mètres et qui correspondra donc à la hauteur initiale des clés qui tombent au sol. Alors on a ensuite une deuxième information, mais qui n'est pas une donnée numérique et qui est ce mot, lâche les clés. Le fait de lâcher les clés, cela signifie que la personne ne va pas donner d'impulsion aux clés, c'est-à-dire que leur vitesse initiale sera nulle. C'est quelque chose qu'on va rencontrer assez régulièrement dans les exercices de chute libre. Enfin, on a une dernière information, les clés tombent au sol. Le fait que les clés tombent au sol, eh bien cela signifie que leur hauteur finale à ces clés sera nulle. Alors pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire trouver la durée de la chute et la vitesse des clés au moment de l'impact, nous allons écrire les deux équations de la chute libre et remplacer les différentes données que nous avons dans cet exercice. Une fois que l'on a ces deux équations, on peut observer que la première des deux va nous permettre de calculer directement le temps de la chute qui apparaît ici. Et une fois que l'on aura calculé ce temps de chute, nous pourrons le remplacer dans la deuxième équation afin de calculer ici la vitesse finale des clés, c'est-à-dire leur vitesse au moment de l'impact ou bien en tout cas juste avant l'impact. Alors dans ce calcul, l'inconnu était t, qui était au carré, donc il s'agissait ici d'une équation du second degré. Cependant, comme il n'y avait pas de terme en t, j'ai pu simplement isoler t carré dans l'équation et prendre la racine carrée dans le membre de droite. Alors on a toujours deux solutions, une solution positive et une solution négative, et je rejette évidemment ici la solution négative, puisque nous sommes en train de calculer un temps. Nous trouvons donc un temps de chute qui vaut 1,44 secondes, et je vais maintenant remplacer ce temps dans l'équation 2 pour trouver la vitesse d'impact des clés. Alors on trouve une vitesse de 14,15 mètres, avec un signe moins ici qui est tout à fait normal, puisque au moment de l'impact, les clés seront en train de tomber vers le sol. Elles auront donc un vecteur vitesse qui sera orienté vers le bas, alors que l'axe Y de référence que nous utilisons est orienté vers le haut. Donc en fait, nous aurons toujours des vitesses d'impact qui seront négatives, en tout cas leurs composantes, mais la valeur de la vitesse des clés est 14,15 mètres par seconde, et c'est la valeur qui est donnée donc dans le solutionnaire.
Alors la première donnée que l'on peut trouver dans cet exercice est la vitesse initiale qui est de 25 mètres par seconde. On précise bien que la balle de tennis est frappée verticalement vers le haut, ce qui signifie que cette vitesse initiale sera bien comptée positivement. On trouve ensuite que la hauteur initiale de la balle de tennis vaut 1 mètre et on nous demande alors de calculer la hauteur maximale atteinte par la balle de tennis. Le fait que l'on calcule la hauteur maximale signifie que nous allons devoir utiliser une donnée supplémentaire qui est que la vitesse finale de la balle de tennis est nulle. En effet, une balle de tennis va atteindre sa hauteur maximale lorsque sa vitesse sera nulle. Alors pour déterminer la hauteur maximale atteinte, nous utilisons les deux équations de la chute libre dans laquelle nous remplaçons ces trois données. Nous constatons qu'il est possible d'utiliser directement la deuxième de ces équations pour trouver le temps t, qui donc est le temps de montée de la balle de tennis, le temps qu'elle va prendre pour partir de sa hauteur initiale de 1 mètre et atteindre sa hauteur maximale. Donc on va pouvoir calculer ce temps par l'équation numéro 2 et le remplacer ensuite dans l'équation numéro 1 pour aller chercher la valeur de la hauteur yt qui sera donc notre hauteur maximale. Alors on a directement une première donnée ici, à partir du sol. Cela signifie que la hauteur initiale de la flèche est nulle. Et on a ensuite sa vitesse initiale de 15 mètres par seconde. Cette flèche est bien tirée vers le haut, de sorte que cette vitesse sera bien positive. Alors au point A, on nous demande après combien de temps la flèche montera-t-elle à la vitesse de 8 mètres par seconde. On nous donne ici la donnée de la vitesse finale de la flèche, VYT, et comme la flèche est en train de monter, cette vitesse est bien positive également. Pour déterminer le temps que va prendre la flèche pour arriver à cette vitesse, eh bien nous écrivons les deux équations de la chute libre, dans lesquelles nous remplaçons les deux données de l'exercice et la donnée de ce point A, et nous résolvons ensuite ces deux équations. Alors dans ce cas, puisque nous cherchons uniquement le temps que va prendre la flèche pour arriver à 8 mètres par seconde, on se rend compte que l'équation numéro 2 seule nous suffira à répondre à la question. On trouve une réponse de 0,71 secondes. Au point B, on nous demande après combien de temps la flèche redescendra-t-elle à la vitesse de 8 mètres par seconde. Donc on a ici la même donnée qu'au A, VYT. Elle vaut également 8 mètres par seconde, la vitesse. Mais étant donné que la flèche est en train de redescendre, eh bien la composante VY de la vitesse est négative. On a donc la donnée VYT égale moins 8 mètres par seconde, et puis les équations de la chute libre qui devront être résolues exactement comme on vient de le faire pour le point A de cet exercice. On trouve une réponse qui est de 2,34 secondes. Donc cela signifie que la flèche va monter avec une vitesse initiale de 15 mètres par seconde, elle va aller jusque tout en haut, donc jusqu'à sa hauteur maximale, et puis elle va commencer à redescendre, et au total, il lui faudra 2,34 secondes pour réaliser toute sa montée et redescendre jusqu'à avoir une vitesse de 8 mètres par seconde. Alors au point C, on nous demande à quelle hauteur elle se trouve lorsqu'elle a une vitesse de moins 8 mètres par seconde. Et donc en fait, nous allons réutiliser ce temps que nous venons de calculer et l'insérer dans l'équation numéro 3 pour trouver la hauteur YT à laquelle la flèche se trouve.
Alors nous trouvons tout d'abord la hauteur de 15 mètres, qui est la hauteur initiale de la bille y0, et nous trouvons ensuite sa vitesse initiale, qui est de 1 mètre par seconde. Attention que cette bille est lancée vers le bas, de sorte que nous devrons compter cette vitesse de manière négative. On remarque aussi au point A et au point B que l'on s'intéresse au moment où la bille touche le sol, de sorte que nous avons une donnée supplémentaire, à savoir la hauteur finale de la bille, qui est nulle. Comme toujours, nous écrivons les deux équations de la chute libre, dans lesquelles nous remplaçons les trois données que nous venons d'identifier. Et nous résolvons ensuite ces deux équations pour trouver le temps de chute de la bille ainsi que la vitesse à laquelle elle va heurter le sol. Alors, nous allons pouvoir immédiatement utiliser la première équation, car il y a une seule inconnue qui est le temps. Cependant, cette équation est du second degré, donc nous allons ordonner le polynôme. Tout d'abord le terme en t carré, ensuite le terme en t et enfin le terme indépendant, afin de calculer delta égale b carré moins 4ac et nos deux solutions, moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a. Pour le temps de chute, nous trouvons deux solutions possibles et nous rejetons évidemment la solution négative car un temps de chute sera toujours une grandeur positive. Nous remplaçons les 1,65 secondes dans la deuxième équation et nous aurons trouvé la vitesse d'impact de la bille. Nous trouvons une réponse de 17,18 mètres par seconde, toujours avec un signe moins, puisque la vitesse d'impact sera toujours orientée vers le bas, alors que l'axe Y que nous utilisons est orienté vers le haut.